Salut à tous. Alors, j'ai eu l'idée de quelque chose, à la fois pour moi, dans le cadre de mes études, dans un master de philosophie de l'art et de l'esthétique, et aussi parce que je pense que ça peut aider les étudiants, notamment en classe préparatoire, mais pas seulement. Simplement, j'ai eu l'idée de relire mes bons travaux, mes travaux corrects, que ce soit d'école, de philosophie, ou de français, euh, ou des dissertations de philosophie ou de français. Éventuellement d'histoire, enfin une seule, parce que oui, c'est les seuls travaux. J'ai eu des notes correctes. Bon, il y en a quand même pas mal, mais pas non plus énormément. Voilà, j'ai décidé de les lire. Peut-être que ça peut être utile. Et moi, c'est sûr que ça m'aidera, puisque voilà, l'année dernière, au programme de l'ENS, pour le concours de l'ENS, c'était la philosophie de l'art et de l'esthétique. Et donc, nous avions fait 2 dissertations, enfin 3, mais il y en a 2 que j'ai réussi, en DS avec mon professeur. Le premier sujet, c'était pourquoi y a-t-il plusieurs arts? Et le deuxième, je ne sais plus, où j'avais eu 13. Et le deuxième, j'avais eu 14. Ah non, non, pardon, le premier, j'avais eu 14, c'était pourquoi y a-t-il plusieurs arts? Et le deuxième, c'était quelque chose en rapport avec la technique, j'ai oublié, je me souviens que c'était un sujet très difficile, et donc c'est celui-là où j'ai eu 13. Je ne sais plus. Mais en lisant l'introduction, on va bien se rendre compte, on va commencer par celle-là, justement. Pour vous donner ce qu'il m'avait mis en commentaire, donc introduction, des intuitions à approfondir et à problématiser davantage, des idées, des références, assez bon effort pour relier adéquatement vos analyses au sujet, une erreur sur Kant, troisième partie, j'ai du mal à lire. En gros, je pense qu'il a dit que j'aurais pu utiliser certaines idées d'André Gorz sur les éléments, je ne sais pas quoi. Voilà. Les machines, parce que apparemment, ça, ce que je disais, il ressemble. Les machines nous accompagnent au quotidien pour effectuer toutes les tâches, ou bien dont nous sommes biologiquement incapables, ou bien qui nous semblent ingrates, inintéressantes et moins bien effectuées par nous que par elles. De sorte que si les machines paraissent évidemment être là pour nous faciliter la vie, on pourrait voir en elles le danger de la destruction de nos compétences, à force de les remplacer, et donc de notre dépendance vis-à-vis d'elles. Leur but et les raisons de leur existence soulèvent des problèmes techniques, anthropologiques, mais aussi moraux et pratiques. Elles ne peuvent sans doute pas, en effet, remplacer toutes les actions humaines. Il s'agira de savoir quel type. Oui, là, voilà, ça, je me souviens, le sujet c'était pourquoi des machines. Considérant tout cela, on peut se demander si les machines sont des moyens pour développer toujours plus la création ou la production, ou bien presque des fins, si elles sont des moyens pour devenir feignants, en amoindrissant au contraire la créativité, tout en endommageant la nature. La question du pourquoi des machines soulève d'abord celle de leur utilité, de leur visée commune, mais aussi de leur origine qui est humaine. Pourquoi semble-t-il naturel pour l'homme d'inventer ces dispositifs ? Si, comme nous l'avons dit, leur visée est de faciliter la vie des hommes en tout cas, de rendre leurs opérations plus efficaces, on peut la remettre en cause. Cette efficacité tient-elle à long terme? Nous étudierons la possibilité de l'aliénation par les machines, pluriel, tout en faisant valoir qu'elles ne peuvent remplacer une intelligence humaine unique. Au-delà de l'efficacité des machines en termes de conséquences sur les hommes et sur l'environnement, on peut questionner leur efficacité par rapport à leur but même. Se pose alors la question du champ d'application des machines. Elles ne sont peut-être pas pertinentes dans tous les domaines, ou pas de la même manière ni au même degré, alors même qu'elles semblent de plus en plus s'immiscer partout. Elles ne sont peut-être pas toujours plus capables de perfection que l'homme, sinon dans les opérations mathématiques, du moins dans la sensibilité et la perception, qui peuvent être utiles pour certaines sortes d'opérations accomplies par certaines machines. Cela permettra de relativiser leur caractère aliénant. Si elles ne peuvent pas nous remplacer, elles ne peuvent être conçues comme des fins au lieu de moyens. Les machines font mécaniquement, de façon régulière et non interrompue, ce qu'on ferait inégalement, donc en un sens imparfaitement. Par exemple, la machine à écrire a permis de former des lettres toujours identiques à elles-mêmes, mais aussi une diffusion massive, en l'occurrence de la connaissance. Le but d'une machine est en effet le rendement, raison pour laquelle elle produit et n'agit pas. Elle permet de faire mieux que nous ce qu'on peut faire, écrire, mais aussi ce qu'on ne peut biologiquement pas faire, voler. Le but est donc de seconder l'homme, d'alléger son travail, de le rendre plus puissant, performant, rapide et efficace.
On ne lave plus ses vêtements à la main, on les met dans la machine à laver, et on ne s'imaginerait pas revenir en arrière. Avec les machines, les hommes construisent leur monde ancré dans de nouvelles habitudes, et ce temps gagné sur les tâches ingrates pourra servir à des activités plus stimulantes, moins machinales. Ces machines sont toujours, comme dit Ernst Kapp, des projections d'organes. Le marteau n'est qu'un prolongement de la main plus fort qu'elle. Ce caractère idéal des machines qui permettent l'impossible est visible dans l'utopie de Bacon, la Nouvelle Atlantide, où se trouve dans la maison de Salomon sur l'île de Ben Salem tout ce que l'on peut désirer de mieux. Des prothèses auditives, capables de seconder l'ouïe. Posées sur l'oreille, elles augmentent grandement la capacité auditive. Des sous-marins, qu'il appelle navires et bateaux pour aller sous l'eau. Des OGM, des plantes qui, à force d'art, dépassent de beaucoup leur grandeur naturelle. Des microscopes de pointe qui permettent de voir des objets minuscules de façon parfaite et distincte. Des aéroplanes, nous imitons le vol des oiseaux et pouvons voler dans les airs. Et tout ceci est alimenté par de l'électricité, des objets qui, par leur seul mouvement, produisent de la chaleur. Et nous sommes au début du XVIIe siècle. Cela permet aussi de réfléchir à l'origine des machines, à leur logique, leur but, mais aussi leur raison d'existence peut être nécessaire du point de vue de la nature humaine. L'erreur serait de croire que Bacon fut une sorte de Nostradamus. Il n'a pas deviné depuis une planète inconnue ce qui se passerait sur telle autre planète dans 4 siècles. C'est depuis sa planète qu'il comprend que pour changer la nature, il faut lui obéir, qu'il observe le monde qui l'entoure et en tire des idées. C'est de sa propre difficulté à se faire entendre, notamment des parlementaires en politique, qu'il tire l'idée des prothèses auditives. Ce n'est pas qu'il a tout vu avant l'heure, c'est nous qui avons calqué nos dispositifs sur ses propres intuitions. Il est actif dans la création. De la même manière, si Proust invente Skype dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, sa voix était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir, dont le son se découpait nettement l'image visuelle, en parlant d'Albertine, à qui il tourne le dos, c'est qu'il a étudié Baudelaire à l'école de la République et est imprégné de l'idée que les odeurs, les images et les sons se répondent. L'invention des machines naît donc à la fois de l'imagination et de l'expérience humaine. Bacon encore est mort de froid en enterrant une poule sous la glace parce qu'il estimait que le froid avait des vertus conservatrices, autrement dit en inventant le frigidaire. Les machines relèveraient donc de la technique avant la science. James Watt a inventé la machine à vapeur à partir du moteur thermique parce qu'il s'occupait du matériel des physiciens sans être physicien lui-même. C'est ce qu'on peut appeler la sérendipité. Comme dit Spengler, une technique est d'abord une tactique vitale. C'est l'expérience matérielle qui fait imaginer des dispositifs mécaniques à partir de ce qu'on connaît déjà. C'est parce que l'homme est homo faber et pas seulement animal laborans qu'il adapte son milieu à lui, au lieu de s'adapter purement et simplement à son milieu. Les machines qui ont pour but de soulager des tâches, parfaire et diffuser, existent donc parce qu'il est dans la nature de l'homme de fabriquer des dispositifs qui améliorent son expérience, celle-là même à partir de laquelle il les imagine. Cependant, on peut entendre la question du pourquoi des machines comme une demande de justification de leur légitimité. Pourquoi inventer des machines au lieu de faire soi-même ? Il y a cette idée, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, que certaines machines nous aliènent et nous feraient perdre des compétences. On peut penser aux règles de l'orthographe que la correction automatique sur les ordinateurs rend inutiles à connaître aux yeux de certains, à la calculette qui nous dispense de mémoriser nos tables de multiplication, à l'abrutissement devant les écrans, à leur danger pour notre santé physique et mentale. Comme tout dispositif technique, fait retour sur le sujet, les machines, toujours plus performantes, seraient le signe d'intelligences évoluées, mais qui les endormiraient une fois créées. L'ingéniosité technique serait au service de la destruction de l'ingéniosité. Sans parler des dégâts environnementaux que les machines peuvent causer, voitures polluantes, etc. Alors pourquoi des machines ? Leurs bénéfices seraient-ils supérieurs à leurs méfaits ? On entend de plus en plus la crainte que les machines dépassent l'homme, lui deviennent supérieures, mais c'est bien pour cela qu'on les a créées. Si elles n'étaient pas plus performantes que l'être humain, elles ne serviraient à rien. Une autre crainte formulée, moins absurde, est celle de la perte de maîtrise que l'on pourrait finir par avoir sur des technologies qui nous dépassent de plus en plus. Le récent breakdown relativement long pour une telle plateforme de Facebook, entraînant celui de WhatsApp et Instagram, qui lui sont rattachés, a empêché des personnes de travailler. Cela pose la question de notre dépendance matérielle vis-à-vis de machines comme les téléphones et les ordinateurs, mais aussi de notre dépendance qui peut être addictive. Cela dit, relativisons une partie de ces craintes. Si le logiciel Deep Blue a battu un très grand joueur d'échecs, ce n'est pas qu'il était plus fort, mais qu'il était plus nombreux. Jouer contre une machine revient à jouer contre, littéralement, une infinité de joueurs. Sans compter qu'il est maintenant établi que certaines solutions sont introuvables pour les machines, et qu'un jeune joueur de 17 ans en a ainsi fait bugger, entre guillemets, une. Elles ne peuvent donc remplacer l'homme, et il n'y a pas lieu d'en avoir peur comme le docteur Frankenstein de sa propre créature. Et pour cause, contrairement au monstre qui devient animé et indépendant, les machines ne sont en fait jamais automatiques ou autonomes, car elles ne se lancent jamais toutes seules. On parle bien des machines au pluriel, car chacune est réduite à sa fonction et a un but spécifique dans la logique de la division du travail, alors que les mains peuvent faire de multiples choses. Montaigne et son apologie de Raymond Sebon, on peut penser à ce texte,
et qu'à l'inverse, il n'y a qu'une seule intelligence humaine qui les fabrique. Jacques Cottet considérait même une réelle égalité de l'intelligence humaine dans le sens où les opérations intellectuelles sont toujours les mêmes, même si les intelligences ne performent pas toutes, on va dire, au même degré. C'est toujours la même intelligence qui conçoit des machines aux fonctionnements et aux buts divers qui ne seront, elles, pas capables de concevoir d'elles-mêmes. C'est pour cela qu'aucune ne pourra comprendre la bizarrerie qui fait que les acheteurs de Bibles se trouvent être par ailleurs particulièrement de grands consommateurs de sites pornographiques. Un ordinateur ne proposera pas d'emblée ces contenus ensemble, il ne les associera pas dans les onglets de publicité parce qu'ils n'ont a priori aucun lien logique. Si la notion d'efficacité à long terme est critiquable, celle à plus court terme ainsi que la perfection supposée des machines le sont aussi. Prenons en effet l'exemple des générateurs d'anagrammes. Aucun ne pourra dépasser l'intelligence humaine parce que, parmi les différentes recombinaisons possibles des lettres, toutes ne sont pas également pertinentes et elles impliquent un processus d'élection à la fois subjectif et objectif. Que le syntagme « les actes manqués » donne ainsi « casse le masque », anagramme de Jacques Perissalco, a un sens indéniable qui ne provient que du hasard, mais de fait ce hasard produit du sens. Ce processus, qui ne signifie rien pour la machine, peut aussi être objectif en un sens plus qu'ancien d'une beauté, parfois, qui plaît universellement sans concept. Critique de la faculté de juger. Je sais bien que c'est pas une notion de beauté objective, de se faire chez Kant, c'est d'un point de vue subjectif, mais je trouvais que ça fonctionnait quand même ici. Par exemple, Albert Einstein, rien n'est établi, c'est une anagramme, et il y en a sans doute de plus belles dans des recueils de Jacques Perissalco, tels qu'Anagramme pour lire dans les pensées. Non, pardon, Anagramme pour sourire et rêver ou Anagramme pour lire dans les pensées, anagramme philosophique. C'est pourquoi cette activité peut être considérée comme un art et qu'il peut sembler aberrant qu'on puisse légalement plagier un anagrammateur de génie ou anagrammeur, l'anagramme n'étant jamais considéré comme une propriété intellectuelle pour l'instant en France, d'où l'importance de citer son auteur. C'est toute la différence entre le registre de ce qui s'explique, peut faire l'objet d'une science exacte et qu'on peut parcourir dans un sens puis à l'inverse parcourir dans un autre, à la manière d'un ordinateur qu'on peut composer puis décomposer, et le registre de ce qui se comprend, ça c'est une distinction du philosophe Dilthey, de ce qui se sent par l'intuition, les anagrammes par exemple, à la façon d'une mayonnaise qui prend, et dont on ne peut ensuite séparer les éléments constitutifs. On peut aussi penser aux applications de rencontres qui promettent grâce à l'algorithme de trouver le perfect match. Mais s'il y avait des raisons qui plus est évaluables, mathématisables à l'amour, on aimerait toujours plus beau, plus riche, plus gentil, plus intelligent, puisque les qualités sont interchangeables. Or, ce qu'on aime, dit Jankélévitch, c'est le centre de la personne vivante, sans explication. Il imagine même une femme de laquelle il ne saurait rien, auprès de laquelle il aurait vécu toute sa vie, et qu'il aimerait sans rien savoir d'elle. On peut donc se demander, en 2 mots, pourquoi des machines? Elles ne sont pas applicables partout. On l'a vu avec les anagrammes, il paraît difficile de les appliquer à l'art. Un art machinal semble un oxymore péjoratif. La machine, en effet, égalise en reproduisant à l'identique, enlève a priori ce qui fait la spécificité de l'œuvre d'art, à savoir l'unicité, l'irreproductibilité, même si c'est discutable avec Warhol, etc. Toutefois, l'art contemporain a pu exploiter des machines à des fins artistiques. On peut penser au portrait de Marilyn Monroe, par exemple, d'Andy Warhol, simplement reproduits avec des couleurs différentes, et au pop art de ces années-là de manière générale. Des machines même ont été exposées comme des œuvres d'art. Mais cela justement pour porter un regard différent sur ce à quoi on accorde d'ordinaire pas d'attention. Mais même là, il s'agit d'un art, d'un beau particulier, plus tellement universel sans concept. Ce sont des œuvres qui donnent surtout à réfléchir au spectateur, qui finalement fait l'œuvre plus que l'artiste. Il n'est pas certain qu'on s'extasie de beauté devant une machine à laver sous prétexte qu'elle est exposée dans un musée et plus dans une buanderie. L'homme peut donc utiliser la machine pour la détourner, mais ce n'est pas la machine elle-même qui a été créée pour fournir un regard neuf. Par exemple, un compositeur new-yorkais, c'est Steve Reich en fait, a utilisé un train d'un point de vue sonore pour en faire une sorte d'instrument de musique dans son œuvre City Life. Finalement, ce qu'il faudrait éviter serait l'inversion bien connue des moyens et des fins, Dina Dreyfus, qui ferait que l'on prenne des machines pour des fins au lieu de moyens pour créer du neuf, pour accorder plus de temps à des activités plus intéressantes. Par exemple, laisser le correcteur automatique remplir sa fonction sans y faire attention, il faudrait l'utiliser pour s'entraîner à repérer ses fautes et les corriger. Pour que les machines aient pour but et conséquence de nous rendre plus autonomes et non plus dépendants, il faudrait veiller à les considérer comme des outils, s'en servir sans qu'elles nous asservissent. Les machines sont donc inventées par l'homme en raison de la nature de son intelligence qui lui permet d'imaginer des moyens d'améliorer sa vie à partir de son expérience. En accomplissant des tâches pénibles, ennuyeuses ou inaccessibles au corps humain, elles sauvent du temps pour se consacrer à des activités plus importantes, plus proprement humaines, les arts par exemple. Mais lorsqu'on se contente du fait qu'elles améliorent notre confort, on peut risquer d'affaiblir nos facultés physiques et mentales au lieu de les utiliser pour les entraîner, si bien que leur légitimité morale et pratique peut être discutée.
Le danger de remplacement de nos compétences semble malgré tout limité, la perfection des machines étant elle-même limitée par une ou des fonctions préétablies et une incapacité à introduire de l'intuition et de la sensibilité dans ces opérations. Les machines peuvent être utilisées pour des tâches mécaniques et mathématiques, mais elles ne remplaceront jamais le regard humain capable de voir et d'introduire de la beauté. Elles ne peuvent remplir que des fonctions explicables et échouent quand elles s'occupent de ce qui ne l'est pas explicable.